Merci, Monsieur le Président. Alors, le thème dont je vais parler actuellement, c'est le partenariat public-privé et la coopération intercommunale comme au service de la décentralisation. Évidemment, je n'ai pas la prétention ici de donner en quelques minutes tous les contours de ces deux thèmes, de deux grands thèmes très techniques qui sont le partenariat public-privé et la coopération et l'intercommunalité. Mais mon ambition, c'est de montrer comment ces deux mécanismes alternatifs peuvent servir le grand projet de décentralisation et montrer aussi dans quel sens nos experts comptables, nos amis experts comptables, pourraient être impliqués dans ces deux opérations. Alors, je commencerai par faire un petit diagnostic de la municipalité tunisienne, parce que le noyau, le cœur de la décentralisation va être les collectivités locales. Et il faut d'abord partir d'un petit diagnostic. Alors, le pays, évidemment, est en phase de transition démocratique. Il y a une nouvelle constitution qui a consacré le principe de la décentralisation. Face à ça, il y a une instabilité de la gouvernance, des instances actuelles de gouvernance municipale, c'est-à-dire les délégations spéciales. Manque de confiance, le contexte se caractérise aussi par un manque flagrant de confiance entre les municipalités et les citoyens. Il y a eu un grand événement majeur qui a touché de plein fouet les finances communales, qui sont le recrutement définitif de milliers d'ouvriers de chantier, qui étaient à l'époque donc payés par les conseils régionaux et qui ont été titularisés par les communes, donc qui marchent sur le budget communal et qui a vraiment grévé les budgets de pas mal de communes qui sont pratiquement au rouge. Le changement du statut de la police municipale. Comme vous le savez, la police municipale est désormais affectée au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire aux sûretés de l'État, donc elle ne fait plus partie, elle n'est plus sous les commandes, disons, du conseil municipal. Difficultés financières aiguës, ça c'est tout à fait flagrant. Absence d'une vision stratégique et d'une véritable planification municipale, ça fait mal ce point-là, parce que nos communes ont pendant des dizaines d'années navigué à vue son projet, son vision, son planification. Il y a certes ce qu'on appelle les PIC, les plans d'investissement communaux, mais c'est des plans qui sont généralement bombardés du centre, standardisés, où la marge de manœuvre des communes est très réduite. Absence de données fiables. Comment peut-on planifier et parler de développement local sans informations, sans données statistiques? Il n'y a pas de données. Faiblesse des ressources humaines disponibles et de leur encadrement. Là aussi, on va donner plus de pouvoir aux communes, alors qu'on sait, en fin de compte, ces communes, surtout de l'intérieur, sont dépourvues de ressources humaines qualifiées et en nombre suffisant. Voilà un peu. C'est certes un tableau assez noir, mais c'est la réalité. Il y a aussi, en face de ces points faibles, il y a des opportunités quand même. Les opportunités sont d'abord la consacration du principe à travers sa constitutionnalisation, le principe de la décentralisation. Il y a une nouvelle constitution qui établit ce principe, et il y a des lois, les lois fondamentaux des communes, fondamentales pour les communes vont nécessairement suivre. Je parle ici de la loi organique des communes et aussi du code des finances locales, qui sont les deux cahiers ou codes majeurs qui organisent le travail municipal. Ils vont sûrement être revus et c'est une occasion pour rectifier les défaillances de l'époque et préparer les communes à assumer leur nouveau rôle qui va leur être consacré dans le futur. Il y a des élections qui sont prévues
pour les élections municipales. On ne sait pas trop quand, peut-être fin 2015, début 2016 peut-être, mais il y aura donc des conseils légitimes qui pourront, eux, prendre des décisions planifiées pour l'avenir. Et il y a aussi des nouveaux rapports entre les municipalités et les citoyens via la création des espaces citoyens. Une grande opération maintenant de création des espaces citoyens dans les communes, c'est un lieu où le citoyen va trouver, va être servi par des services assez rapides, de qualité, et ce qui instaure de nouveaux rapports entre la commune et les citoyens. C'est déjà fait dans quelques communes et ce mouvement prend de l'ampleur. Pour tout ça, ça vise la reconstruction de la confiance qui a été perdue entre ces deux entités. Il y a aussi des risques, il y a des opportunités, mais il y a des risques. Il y a des ralentis, le risque de ralenti ou de blocage d'une mise en œuvre du processus de décentralisation. Le risque aussi que les lois fondamentales dont j'ai parlé, la loi organique des communes ou le cahier, ou le code des finances locales, prennent du temps pour prendre forme, pour sortir. Les difficultés financières ne sont pas résolues. Pour qu'elles le soient, il faut que des mécanismes de péréquation soient établis, des mécanismes financiers pour les transferts vers les communes qui n'ont pas de ressources, surtout les communes de l'intérieur, notamment de l'ouest du pays. Et il faut trouver une solution, évidemment, à la faiblesse des ressources humaines, parce que sans capacité, sans hommes qualifiés en nombre suffisant, les politiques ne peuvent pas être mises en œuvre. Le défi majeur, compte tenu de la faiblesse de ces moyens, il faut trouver donc absolument, il faut recourir à des modes de financement alternatifs qui sont le partenariat public-privé et l'intercommunalité. Là, ce n'est plus face à ce descriptif, à ces points faibles, ce n'est pas un choix. Ce recours, je dirais que ça devient une nécessité, c'est une obligation de trouver autre chose, parce que on sait que ce n'est pas dans 2 ans, ce n'est pas dans quelques mois que les communes vont avoir, tous les communes vont avoir les moyens de leur politique. Il faut absolument qu'elles s'associent à travers l'intercommunalité ou qu'elles ont recours même en partie au privé à travers le partenariat public-privé. Donc je vais maintenant parler de ces 2 instruments. D'abord, le partenariat public-privé, une petite définition, c'est un contrat, c'est pas magique, son nom, comme son nom l'indique, c'est un contrat de partenariat en vertu duquel l'État s'associe à un partenaire privé pour réaliser un projet d'une utilité publique. Donc cette alliance suppose l'existence ou l'instauration d'une relation de confiance, de solidarité et d'association. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'associer si on n'a pas confiance mutuellement. Il n'y a pas de confiance entre les partenaires. Un petit historique très bref, de 1988 à 2008, on a navigué à vue, c'est-à-dire on faisait du partenariat public-privé du cas par cas. L'exemple type, c'est le lac 1, par exemple, avec une coopération municipalité Tunis avec Sheikh Salah, avec un investisseur international saoudien. En 2008, il y a eu une loi, la loi numéro 2008-23, la fameuse loi qui a essayé d'organiser ce qu'on appelle le régime de concession. C'était la mode à l'époque, les concessions. Donc, cette loi a notamment parlé du mode d'attribution des marchés. Ces marchés-là sont soit, donc il y a un appel à concurrence, donc soit le choix est fait après consultation, ou parfois par voie de négociation directe. Parfois de négociation directe, lorsque le marché est infructueux, lorsque il y a urgence et il faut assurer la continuité du service public, et lorsque on a besoin d'une personne qui détient par exemple une licence, un brevet d'invention, là on est obligé de faire pratiquement du gré à gré. Les avantages évidemment du PPP, le PPP permet donc de faire de gros investissements, permet au public de faire de gros investissements en minimisant son endettement et les risques, puisque les risques, il va les partager avec le privé, et l'endettement va être fait par la partie privée.
Évidemment, quand le privé s'endette, c'est-à-dire prend un prêt pour faire un projet dans lequel il est associé avec le public, ça coûte plus cher. Donc il y a un surcoût. Mais ce surcoût est largement compensé par les bénéfices à tirer de cette entente. Donc finalement, le bilan, dans de nombreux cas, le bilan est largement positif. On bénéficie aussi de l'efficacité et de l'expérience du secteur privé. Ça, ce n'est pas évidemment le domaine du public, malheureusement. Même si, en fin de compte, la personne publique garde, en fin de compte, le contrôle stratégique du service. C'est-à-dire, le privé gère le projet, mais finalement, le contrôle stratégique du service fait toujours partie du secteur public. Il y a une optimisation du rapport entre les coûts et les résultats lorsqu'on a recours au PPP, une meilleure gouvernance, le respect des délais en général, parce que le privé, finalement, il y a toujours des pénalités de retard, etc. Donc, il va tout faire pour se conformer au calendrier et au contrat. Et tout ça, ça fait gagner beaucoup de temps par rapport à un projet purement public. D'autres avantages, le transfert des risques, c'est-à-dire maintenant, le risque n'est plus assumé par l'État seulement, mais aussi en partie par les privés aussi. Et les risques sont énormes. Je prends uniquement le risque des changes. Vous savez que le dinar change maintenant d'une manière assez fréquente, et là, le risque de change est assez important donc pour le calcul du coût de certains projets, et là, le risque est partagé entre le public et le privé. Et je terminerai cette partie avantage en disant qu'il faut élargir le partenariat public-privé au champ social, c'est-à-dire en y associant la société civile. Maintenant, la société civile est un acteur qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est de plus en plus présent, et on le voit, on le sent, surtout à l'échelle locale, dans les petites localités, dans les villes tunisiennes, et il faut absolument trouver un moyen de l'intégrer dans cette nouvelle vision. Alors, avant d'aller à la branche intercommunalité, je conclus sur le PPP en disant que la loi a été préparée depuis et soumise à l'ANC sur les PPP en 2013. Normalement, elle devait fonctionner en 2014. Jusqu'à présent, malheureusement, elle n'est pas encore votée par l'ANC. Donc, on n'a pas encore, en face d'une absence d'une loi, véritable loi, gérant le partenariat public-privé. Je passe à l'intercommunalité, c'est fondamental. Pourquoi l'intercommunalité est fondamentale? Parce que, comme je l'ai dit au départ, la commune va avoir de plus en plus de poids dans la nouvelle politique générale, dans le processus de développement, mais ces communes, parfois, sont de très petite taille. Il y a un problème de taille. Et quand on dit petite taille, ça veut dire qu'elles ne seront pas éligibles faire une certaine catégorie de projets d'envergure. Elles le seront lorsqu'elles pourraient, ou lorsqu'elles s'associent à d'autres communes, généralement limitrophes. Avec 2 ou 3 autres communes, on peut atteindre une taille optimale pour donc pouvoir accéder à de grands projets. C'est ça un peu l'idée centrale. Donc, cet outil qui est l'intercommunalité permet aux communes, aux municipalités d'améliorer l'efficience, la qualité de service évidemment, et évidemment, l'intercommunalité permet le partage des investissements, c'est-à-dire le partage des coûts, et le partage aussi des risques, et le partage évidemment plus tard des avantages, des bénéfices qui vont être tirés par les uns et les autres. Et là, ici, j'invite évidemment nos experts comptables pour réfléchir déjà à d'autres modes de comptabilité, parce qu'il n'y a plus un organisme unique où l'on suit ses dépenses, etc. Maintenant, c'est un groupe, c'est un groupement. Quand on dit groupement, il y a évidemment derrière ça des frais généraux, des coûts fixes qu'il faut partager. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse,
l'un des problèmes qui s'est passé dans le passé, parce qu'il y a eu quelques tentatives d'intercommunalité, par exemple, deux communes achètent ensemble un tracteur ou un camion. Alors, tout de suite après, lorsqu'il tombe en panne ou lorsqu'il faut changer une roue, etc., tout de suite les problèmes commencent. Qui change? Si on se partage ces frais, c'est 50-50 ou c'est au prorata de l'utilisation, et tout ça, c'est des problèmes techniques, mais qu'on peut considérer comme peut-être pour les uns comme minimes, mais elles ont été à l'origine du sabotage du tout le processus, c'est-à-dire le processus a été complètement abandonné. D'autres types de problèmes, si on fait une agence intercommunale, parce que l'une des formes des associations communes, c'est de créer une agence intercommunale. Certains ont fait toutes les études, toutes les démarches, ont eu les financements nécessaires, parce que l'État, entre parenthèses, encourage à travers des mécanismes financiers ces opérations d'intercommunalité. Tout est prêt et finalement le projet ne marche pas. Pourquoi? Parce que chacun voulait avoir le siège de l'agence chez lui, dans son territoire. Voilà donc des choses banales peut-être, mais elles sont réelles. Et là, je vous invite à réfléchir aussi à la procédure d'arbitrage, c'est-à-dire ces problèmes-là, lorsqu'on va par la suite imposer ces modes, ces nouveaux modes de coopération, par exemple l'intercommunalité, et s'il y a des divergences, il y aura tout le temps, quel est l'organisme qui est le mieux habilité à arbitrer? Est-ce la région? Est-ce que le gouvernement? Est-ce que le conseil régional? Est-ce le district? Question. Et comment faire ça sans retomber dans l'ancien piège de la centralisation, c'est-à-dire ça sera peut-être l'occasion pour revenir à la barre et commander ou imposer aux communes certains choix. Donc il y a un fil à ne pas passer. Comment sauvegarder la souveraineté de la commune tout en procédant à un arbitrage nécessaire, parce qu'il faut absolument trancher lorsqu'on a un litige pareil. Où est-ce qu'on va mettre cet investissement? Qui va l'héberger, etc. Donc les pièges à éviter dans ce truc d'intercommunalité, il y a d'abord le recours à l'intercommunalité pour résoudre des problèmes immédiats. On a un problème, tout de suite après, c'est des trucs conjoncturels, je vais essayer de m'associer avec une municipalité pour résoudre ce problème. Tout ce qui est conjoncturel ne dure pas. Donc il faut que l'intercommunalité s'inscrit dans le temps. Il faut que ça soit un processus qui prend son temps, qui est mûrement réfléchi et mûrement planifié. L'hétérogénéité des visions et des politiques et des approches. On ne peut pas s'associer en commune si les deux communes n'ont pas les mêmes politiques, les mêmes approches. Comportement dominateur. Troisièmement, il faut éviter le comportement dominant des grandes municipalités par rapport aux petites ou des municipalités pivots. J'appelle municipalités pivots les municipalités qui sont derrière l'idée de l'intercommunalité, qui va apporter le projet. Donc il y a toujours une tentative d'hégémonie des grandes par rapport aux petites pour avoir le maximum de gains et de bénéfices. Et évidemment la tentative, chaque partenaire toujours d'accaparer le maximum de bénéfices, c'est-à-dire avoir le local chez lui, de l'agence par exemple, comme je l'ai dit, avoir l'équipement chez lui pour en profiter au maximum, etc. Donc il ne va se souvenir de son partenaire que lorsqu'il y a des coûts, des dépenses à faire. Alors les conditions de réussite, une simple volonté, je dis, ne suffit pas pour faire de l'intercommunalité. Il faut que ça soit une nécessité. Il y a aussi une nécessité d'avoir une vision partagée. On ne s'associe qu'avec quelqu'un dont on partage certaines valeurs. D'ailleurs, entre parenthèses, maintenant, notre centre vise à faire des chartes, ce qu'on appelle des chartes de ville. C'est-à-dire que les villes signent des chartes qui donc les engagent au moins sur les principes fondamentaux pour pouvoir donc collaborer dans le futur sous le même cadre, dans un même cadre. Nécessité d'un consensus mutuel, d'une concession mutuelle, en acceptant de perdre une partie de ses pouvoirs. Parce que l'intercommunalité, on gagne mais on perd, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire on ne peut pas tout gagner. Ok? Donc il faut accepter des concessions.
les domaines possibles de l'intercommunalité. Malheureusement, jusqu'à présent, tout le monde, voilà, au moins dans la tête des communes, tous les diagnostics qu'on a faits sur ce sujet montrent que les communes pensent à l'intercommunalité uniquement pour l'achat commun de matériel. Pour eux, l'intercommunalité, c'est acheter ensemble un camion pour se disputer plus tard sur sa manière ou le temps d'utilisation de ce camion. Alors que l'intercommunalité, du moins dans sa pratique dans d'autres pays, je parle notamment de l'exemple néerlandais, parce que le centre que je représente est financé par la coopération hollandaise. Alors, l'intercommunalité touche dans ce pays plusieurs domaines. Il y a en matière d'organisation, c'est-à-dire on peut faire des manuels, des procédures, des fiches de poste ensemble. On peut faire de la gestion des ressources humaines ensemble. On peut faire des travaux publics, du transport et de l'environnement ensemble. L'urbanisme et le marketing territorial. Tout ça, ça peut se faire en intercommunalité, avec association, planification et développement économique local. Services juridiques. Par exemple, si on a beaucoup de communes maintenant tunisiennes ont des litiges en matière foncière, donc on peut avoir un seul service, quelques avocats qui s'occupent de tout un ensemble de dossiers à la fois. Loisirs, culture et tourisme, par exemple, si deux communes veulent faire du tourisme culturel, ils peuvent dessiner ou tracer entre eux un circuit touristique de ce type et le gérer ensemble, en faire la promotion ensemble. C'est infiniment plus rentable, évidemment. Formation et développement professionnel, on peut faire de la formation pour tout le personnel de 2 ou 3 communes, pas chaque commune à la fois, ça coûte beaucoup moins cher. Technologie de l'information et informatisation, on peut acheter des logiciels ensemble et on sait pertinemment que les communes manquent terriblement d'outils de gestion qui sont les logiciels informatiques et développer surtout des bases de données locales, des tableaux de bord de gestion sur toute la région, c'est-à-dire qui implique 2 ou 3 communes, parce qu'on a besoin d'informations quand on veut faire du marketing territorial, quand on veut faire appel aux investisseurs, qu'ils ce soient des investisseurs locaux ou nationaux ou étrangers, il faut donner des chiffres, il faut qu'il y ait des bases locales pour que l'investisseur sache où mettre son argent, où mettre les pieds. Donc tout ça, ça peut faire l'objet d'une association de communes dans ce cadre d'intercommunalité. Alors le mode d'emploi très rapidement de l'intercommunalité, il faut déjà définir les tâches, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, définition des objectifs généraux et les objectifs de court terme selon le modèle SMART, c'est-à-dire les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptés, réalistes et temporisés, c'est-à-dire clairement définis dans le temps. Il faut faire la démarche et la conception de la structure, de l'organe de gestion, c'est-à-dire créer le comité de suivi et de mise en place, démarche, plan d'action et jalon, établir tout le plan opérationnel de ce qu'on va faire, et puis, évidemment, il faut évaluer et optimiser en conséquence, c'est-à-dire répondre aux questions. Les activités planifiées ont-elles été réalisées? Si elles le sont, est-ce qu'elles ont été d'une manière satisfaisante? Et quels sont les aspects à améliorer au cours des prochaines étapes? C'est ça les questions qu'on se pose toujours dans un type d'évaluation. Alors l'intercommunalité à travers l'expérience CILD, tout simplement notre centre est en train d'implanter un grand projet, un projet pilote intercommunal de collecte et gestion de déchets hospitaliers. C'est un truc à Simiana. Le coût de ce projet est 320 000 dinars, dont 150 000 dinars vont être rapportés par le centre, 65 000 dinars par 6 communes. Et voilà, donc l'intercommunalité, on essaie de la mettre en pratique malgré tout. 50 000 dinars vont être prêtés par l'organisme Souk Tanmia et le reste va être apporté par une jeune promotrice qui va donc gérer le projet. Et c'est une jeune fille diplômée d'enseignement supérieur. Et je termine par un dernier slide sur le problème comptable. Alors, ce dont j'ai parlé, aussi bien le PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé, que l'intercommunalité, pose des problèmes, font appel impérativement à des nouveaux modèles de gestion comptable, dans la mesure où ils nécessitent des montages financiers particuliers, qui n'est plus le même montage parce qu'il y a plusieurs associés, font appel à des modes de passation de marché différents,
par exemple, le partenariat public-privé, il y a un mode de passation de marché pour le public, il y a d'autres techniques de passation pour le privé. Comment associer ces deux pour faire un seul modèle. Il y a aussi la nécessité de partage des coûts dans les frais généraux, le partage des frais de maintenance et de réparation, comment on va partager entre associés, entre partenaires. Parenthèse, au Maroc par exemple, ça se fait au prorata de l'utilisation. Mais pour cela, il faut une comptabilité analytique. Si j'ai utilisé le tracteur 2/3 du temps, donc je suis redevable des 2/3 des coûts, en quelque sorte. Voilà. Et un traitement spécifique des litiges financiers en cas d'échec, parce que ça ne réussit pas toujours. Si ça échoue, il y a résiliation du contrat de partenariat, comment on va se partager le capital. Voilà, merci pour votre attention.